Ok, donc on va pouvoir commencer ce webinaire. Je me présente, Romain Marcoux, je suis avant Certiliance et donc je vais vous présenter donc, dans ce webinaire les différentes règles de l'art en termes de chiffrement des postes de travail et de prévention contre la perte de données. Alors, donc au niveau du programme, d'abord dans une première partie le bilan et une analyse des différents cas de vol et de perte de données, donc les différents cas qui peuvent se présenter. Ensuite, dans une seconde partie, on passera en revue les bonnes pratiques en matière de chiffrement des postes de travail et de prévention contre la perte de données. Et enfin, dans une troisième partie, on présentera une solution technique donc, qui permet de répondre à ce besoin que sont donc, les protections contre le vol et la perte de données. Alors, donc première partie, le bilan et l'analyse des différents cas de vol et de perte de données. Donc, il y a différentes études qui ont été menées là-dessus. Et on va d'abord pouvoir identifier les différents types de données sensibles qui peuvent faire l'objet de fuite. Donc on va retrouver notamment les données personnelles. Les données personnelles, en plus, c'est très à la mode, puisqu'on entend souvent parler dans le cadre de la GDPR, du RGPD. Donc dans ces données personnelles, on va trouver tout ce qui est nom et coordonnées, soit d'employés, soit de clients, de prospects, de fournisseurs ou de partenaires. Donc c'est des données qui sont assez sensibles et qui peuvent faire l'objet de sanctions s'il y avait une divulgation de ces données publiquement suite à une fuite de données dans votre entreprise. Ensuite, on va pouvoir classifier tout ce qui est données confidentielles, avec tout ce qui est donc données financières, bilan comptable ou données commerciales avec tout ce qui est devis, facturation, etc. Et enfin, on va trouver aussi tout ce qui est de l'ordre des secrets de fabrication, avec tout ce qui va être plan et tout ce qui va être relatif à un brevet, tout ce qui est secret de fabrication. Ensuite, on va pouvoir étudier tous les différents risques identifiés qu'on a. Donc, on va retrouver notamment la perte et le vol d'un end device, donc typiquement un ordinateur portable, mais aussi un smartphone et une tablette, par exemple, donc lors d'un déplacement d'un utilisateur mobile, nomade. On va aussi retrouver le cas d'un cambriolage d'un site physique. Donc, vous avez une de vos agences ou votre siège qui se fait cambrioler, donc on se retrouve avec des vols d'ordinateurs de poste fixe de clients qui peuvent contenir des données. On va aussi retrouver le cas de l'employé malveillant qui, entre guillemets, est sur le départ et voudrait partir avec des informations qui pourraient lui servir dans l'avenir, comme le fichier client, par exemple. Ou alors, ce qui arrive également assez souvent, c'est la compromission d'un poste utilisateur. Et ce poste utilisateur, l'attaquant va pouvoir voler les données qui sont dessus, voire se servir de ce poste de travail en tant que rebond, pour voler des données autre part sur le réseau de l'entreprise. Donc au niveau des conséquences des fuites de données, donc on a plusieurs cas. Hein. Donc déjà, il y a le cas entre guillemets auquel on peut penser en premier, c'est la divulgation de données confidentielles à des concurrents, donc qui permet de perdre du savoir-faire, du savoir. Il y a le cas de divulgation publique des données personnelles, donc qui peuvent faire l'objet, donc qui ont déjà fait l'objet de sanctions financières de la part de la CNIL, et donc bientôt dans le cadre de la GDPR. On va aussi avoir donc la demande de rançon d'attaquants pour ne pas divulguer des données sensibles. Et on va avoir également, donc comme on disait juste à la slide d'avant, l'employé malveillant qui désire quitter l'entreprise avec la liste des clients et des prospects. Donc, dans les pires des cas, donc, ce qu'on peut avoir, c'est avoir la réputation de l'entreprise qui est ternie par cette fuite de données qui a été révélée publiquement. Et vraiment, dans le pire des cas, donc perte de confiance des clients, perte de clients et bien sûr, automatiquement, perte de revenus. Donc, si on étudie les différentes études sur les fuites de données qu'il y a eu, on relève notamment une étude de Polygon Institute qui est mise à jour régulièrement, où ils ont fait l'étude des coûts des fuites de données dans 9 pays. Donc, dans ces 9 pays, on va retrouver donc, le Brésil, l'Inde, l'Italie, le Royaume-Uni, États-Unis, France, Japon, Australie et Allemagne. Et ce qu'on va remarquer, c'est que globalement, la répartition peut changer un peu en fonction des différents pays, mais globalement,
on retrouve les mêmes proportions, donc avec en général l'attaque malicieuse ou criminelle en premier, en deuxième le problème système, donc typiquement un serveur qui se retrouve exposé sur Internet via une erreur ou un problème système, et en dernier le facteur humain, donc on va retrouver typiquement dans le cadre d'un phishing. Donc sur la droite, on voit un autre graphique donc, qui permet d'évaluer le coût moyen d'une fuite de données en dollars pour toutes ces entreprises qui ont été victimes de fuite de données. Et après, donc, un coût moyen pondéré donc, de 3,7 millions de dollars pour une fuite de données. Donc, bon, c'est que entre guillemets des grandes entreprises qui sont dans cette étude. Donc, au niveau des facteurs de risque qu'on retrouve, donc, on peut catégoriser les fuites de données donc, en 3 catégories de données. Il y a les données en mouvement, donc typiquement les données qu'on envoie par mail, les données qu'on envoie sur Internet, typiquement sur des services comme Dropbox ou Box.com. On va retrouver des données stockées, donc des données qui sont stockées sur des environnements pas forcément maîtrisés, donc des données stockées dans le cloud, des données stockées sur le poste local, sur le PC portable de l'utilisateur. Et on va aussi retrouver les données en cours d'utilisation, donc les données typiquement tout ce qu'on va retrouver sur clé USB, sur disque externe. Donc pour recouper avec la slide d'avant, donc une autre étude qui a été menée par McAfee, 43% des fuites de données sont initiées intentionnellement ou accidentellement par un salarié. Donc intentionnellement, on va retrouver le cas de l'employé malveillant, et accidentellement, typiquement, on va retrouver le cas du phishing. Alors pour finir sur ces études sur les fuites de données, d'autres statistiques. Qui recherchent les données? Dans 57%, ça va être des acteurs extérieurs, donc typiquement des attaquants qui voudraient demander une rançon ou revendre vos données à la concurrence, ou des concurrents qui ont fait appel à des attaquants. Et dans 43% des acteurs internes, donc typiquement des employés malveillants ou qui se seraient fait avoir par un phishing ciblé. Comment les données sont-elles volées? 60% des cas de manière électronique, donc soit via Internet, via une vulnérabilité sur le système, soit par mail. Soit de manière physique, donc on va retrouver tous les cas, donc perte et vol d'un poste de travail ou d'un smartphone, perte de clé USB, impression, etc. Où les données sont-elles volées? Dans 2 tiers des cas, c'est sur réseau d'entreprise, donc sur un poste de travail, connecté au réseau de l'entreprise à distance ou sur site, ou sur un serveur, et dans 1 tiers des cas, sur infrastructure cloud. Et pour finir donc, ces études sur les fuites de données, dans 68% des cas, les données sont divulguées publiquement. Donc là, on va repenser typiquement à des grosses fuites de données qui ont été rendues publiques, typiquement, par exemple, toutes les fuites, plus d'un milliard de mails de Yahoo qui ont été publiés publiquement, qu'on peut retrouver facilement sur le dark web. Donc on va étudier les bonnes pratiques en matière maintenant de chiffrement de postes de travail et de détection des fuites de données. Alors on va commencer par un aspect réglementaire. Au niveau donc de la CNIL notamment, donc la loi informatique et liberté impose de sécuriser les données contre toute attaque. Donc ça c'est une chose. Donc une entité, une entreprise peut écoper une sanction financière par la CNIL en cas de perte de données non protégées. Donc si votre système de protection des données venait à être défaillant. Par contre, les outils de fuite de données contrôlent entre autres les salariés puisqu'ils sont susceptibles de divulguer de manière intentionnelle ou non des informations sensibles. C'est pour ça que, en théorie, dès qu'on déploie un système DLP, donc de détection des fuites de données, donc on va voir par la suite, on va en montrer un, il faut faire une déclaration par la CNIL. Sans cette déclaration, toutes les données qui auraient été recueillies pour attaquer un salarié qui est mal intentionné, qui aurait volé des données à l'entreprise ou qui aurait divulgué des entreprises à concurrence, sans déclaration à la CNIL, toutes ces données seraient pas recevables devant les tribunaux. Et donc, deuxième point, il faut mettre à jour la charte informatique pour stipuler donc, qu'il y a des outils de détection de fuites de données qui vont ou qui ont été mis en place. Donc là, il n'y a pas vraiment de choses à dire là-dessus, il faut juste prévenir les utilisateurs. C'est pas pour, entre guillemets, pour les fliquer, c'est juste pour leur dire que, voilà, dans le cadre de la GDPR, par exemple, ou même dans le cadre de la loi informatique et liberté, on doit protéger les données d'entreprise contre les fuites. Donc c'est pour ça qu'on déploie ces outils. Donc au niveau des bonnes pratiques, ça reste assez simple.
contre le risque de perte et de vol ou de vol d'un poste de travail, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur, un PC portable, ou même un PC fixe dans le cas d'un cambriolage d'une agence ou du siège. On va chiffrer les postes de travail. On va voir comment après. Et contre la fuite de données accidentelle ou intentionnelle, il faut déployer un système de détection de fuite de données. Donc, il fonctionne globalement un peu tous sur le même système avec un mode client-serveur. Donc, pareil, on va avoir une de ces solutions. Donc, pour la solution technique qu'on va vous présenter, donc on a choisi de vous présenter la solution de McAfee parce que c'est une des solutions leader du marché et qui a l'avantage de couvrir vraiment tout le périmètre. Donc je vais rapidement du coup vous montrer les 4 produits. Donc déjà la console IPO, donc ePolicy Orchestrator, qui est la console de management unifiée de McAfee, qui permet de gérer tous les produits McAfee, dont les 3 produits qu'on va voir là. Management of Native Encryption MNE, qui permet de gérer les technologies de chiffrement natives, comme BitLocker par exemple sous Microsoft. On va voir aussi Drive Encryption, donc la solution de chiffrement des postes de travail de McAfee. Et pour finir, DLP Endpoint et DOS Control, donc c'est la solution de protection contre les fuites de données de McAfee. Donc on va commencer par voir un peu le principe de la solution de McAfee qui est transplateforme, donc qui permet aussi bien de gérer les systèmes Microsoft, Apple ou Google Android. Donc on va d'abord, le principe c'est qu'on va d'abord chiffrer tous les devices. On va aussi pouvoir chiffrer tout ce qui est ce qui rentre comme les disques USB ou les clés USB. Ensuite, on va localiser les données sensibles en vue de les classifier afin de les protéger. On va aussi protéger les données qui sont transférées dans le cloud. Et après, on va mettre en place des politiques qui permettent de protéger vraiment les données contre les fuites, donc soit bloquer les fuites de données, soit juste les détecter. Et on va pouvoir aussi gérer l'accès aux données sensibles en fonction des utilisateurs. Alors, on va commencer par la présentation de la console McAfee IPO, donc ePolicy Orchestrator. Donc, comme je l'ai dit, c'est une console de management unifiée qui permet de gérer tous les produits McAfee, c'est ça qui est très important. Donc, on va notamment pouvoir gérer l'antivirus de McAfee, tout ce qui est pare-feu, protection des postes, et on va pouvoir donc gérer tout ce qui nous intéresse, donc management des technologies natives de chiffrement des postes en tant que tel, et protection contre les fuites de données. Donc, on va pouvoir vraiment gérer de manière centralisée toutes les solutions et déploiement sur tous les clients et appliquer les stratégies de façon centralisée et récupérer également les journaux d'événements de tous ces produits de manière centralisée. Donc DLP et Drive Encryption sont déployés sur les clients comme tous les autres logiciels de McAfee à partir de la console. Au niveau du fonctionnement, donc on est dans un fonctionnement de type client-serveur tout à fait normal. Donc avec l'agent qui va appliquer les stratégies des différents produits McAfee qui sont envoyés par l'IPO ou qui va récolter auprès de l'IPO, et ensuite les journaux d'événements qui va renvoyer l'IPO. Côté IPO, donc on va gérer les stratégies, récupérer les journaux et les corréler et faire la gestion de tout ce qui est reporting et alerting sur l'événement. Maintenant, on va passer donc à MNE, donc la solution de management des solutions natives de chiffrement. Donc, on va voir la valeur ajoutée de cette solution. Donc, ça permet de gérer de façon centralisée donc les technologies de chiffrement, donc Microsoft BitLocker et Apple FireVault. On va pouvoir du coup activer très simplement le chiffrement des postes de travail. On va pouvoir, si vous avez déjà activé BitLocker manuellement ou via une autre solution, on va pouvoir également gérer les clients qui sont déjà chiffrés. On va pouvoir accéder au rapport de conformité, donc quel client est chiffré, quel client ne l'est pas en un seul clic. Via cette unique interface, on va pouvoir donc gérer les deux solutions, BitLocker et FireVault, dans le cas où vous ayez un gros parc de on-device à Microsoft et Apple. Et on va aussi avoir donc tous les rapports et tableaux de bord prêts à l'emploi qui
que vous pourrez personnaliser, mais qui vous permettront de récupérer donc, toutes les informations à ce coup d'œil. Donc si on prend le cas du BitLocker, donc on va pouvoir gérer simplement l'activation du chiffrement sur les postes qu'on veut. Avec donc on va pouvoir choisir un niveau de chiffrement et on va pouvoir faire un test matériel avant les chiffrements. Et donc tout ça directement depuis la console IPO. Pareil pour Apple Firewall, on va pouvoir l'activer directement depuis la console McAfee et gérer les différents paramètres possibles. Au niveau des systèmes supportés, donc au niveau IPO, donc on va devoir être minimum en version 4.6.7, donc il y a déjà quelques années. Donc on va devoir installer l'agent McAfee, donc qui est compatible avec tous les produits McAfee, donc sur tous les devices. Et après, on va pouvoir contrôler BitLocker et Firewall. Au niveau des systèmes supportés, donc c'est tous les systèmes qui supportent BitLocker. On va retrouver, donc ça part de Windows 7 jusqu'à Windows 10 et Windows 2012 R2 et 2016 R2. Côté donc Apple OS, donc sur le côté macOS, donc c'est depuis la 10.8 Mountain Lion. Si on compare MNE avec MBAM, donc MBAM c'est la console de Microsoft afin de gérer de façon centralisée Microsoft BitLocker. Donc pour MBAM c'est pour Microsoft BitLocker Administration and Monitoring. Ce qu'on voit c'est que pour monter une console MBAM, on a besoin d'une architecture éclatée avec 3 serveurs minimum, avec le serveur de configuration MBAM, une base de données SQL Server et un serveur de licence. L'avantage du coup de la solution MNE, c'est que MNE c'est un élément de la console IPO qui va être utilisé. Donc en fait, on va garder notre serveur IPO qui nous sert déjà, par exemple, déjà potentiellement à gérer l'antivirus, et on va du coup ajouter la gestion de BitLocker. Donc en fait, avec un seul serveur qu'on utilisait potentiellement déjà, on va pouvoir gérer BitLocker de façon centralisée, contrairement à MBAM. Si on compare les différents coûts, donc on va avoir BitLocker qui est gratuit parce que c'est une fonctionnalité qui est intégrée à Microsoft Windows. Côté MBAM, on va avoir besoin de 3 licences, donc la licence SQL, la licence MBAM et la gestion des licences. Et ça, contrairement à McAfee, où entre guillemets, on va avoir le MNE qui est intégré aux différents packs de licences qui intègrent MNE. Donc on va voir aussi dans MNE le support de Apple Firewall, donc qui n'est pas le cas de MBAM, donc la console unifiée, et du coup un coût inférieur puisque entre guillemets c'est une fonctionnalité qui est intégrée à IPO. On va passer donc maintenant à Drive Encryption, qui est la solution de chiffrement de McAfee. Donc c'est un produit qui existait déjà avant parce que BitLocker n'était pas encore très démocratisé. BitLocker n'existait pas avant Windows 7. Donc du coup c'est l'avantage de Drive Encryption, qui est un produit qu'on peut toujours utiliser. Donc déjà il est certifié, notamment critères communs. Il est aussi certifié par Intel avec la technologie AES-NI qui permet de chiffrer très rapidement, beaucoup plus rapidement un système qui sera équipé de cette technologie. On va aussi avoir un test de l'état de santé des disques durs des lecteurs avant le chiffrement pour éviter de chiffrer un système qui serait appelé à devenir défaillant. On a une compatibilité avec tous les disques, donc de type que ce soit mécanique, SSD ou hybride. Il va identifier automatiquement les systèmes non protégés ou qui décident des mises à jour. On va avoir un chiffrement initial très rapide, on va voir juste après pourquoi. Et aussi un impact faible sur les performances, qui doit être juste le slide d'après. Donc, il y a une étude qui a été menée, donc on voit la configuration ici, donc c'était un PC portable Lenovo. On a mis donc Drive Encryption sur ce PC portable qui avait la technologie Intel AES-NI, qui permet un chiffrement très rapide. Et on a effectué des benchmarks avant et après chiffrement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de temps de démarrage, donc soit depuis un arrêt ou depuis un redémarrage, on a on a même pas une seconde de différence entre pas chiffré et chiffré. Et au niveau des performances globales, on voit qu'on n'a même pas 1% d'impact sur les performances avant et après chiffrement. Donc la grosse réalité de Drive Encryption, c'est qu'on a vraiment un impact très faible sur les performances globales. On a aussi un chiffrement qui permet de chiffrer un PC portable en quelques minutes. En effet, Drive Encryption va juste s'occuper de chiffrer en fait l'espace disque utilisé et va donc chiffrer les données petit à petit qu'elles sont utilisées. On va imaginer un disque dur de 465 Go. On n'utilise que 18 Go.
au lieu de chiffrer l'entièreté du disque, on va juste chiffrer l'espace utilisé et chiffrer les données au fil de l'eau. Du coup, on va avoir le chiffrement d'un PC qui va prendre 16 minutes au lieu de 4 heures, par exemple. Drive Encryption, donc, comme je vous l'ai dit, évalue aussi la santé du système afin de prévenir les problèmes à venir. Donc, il suffit de cocher une petite case dans la politique et il y a Drive Encryption Go qui va faire passer des tests, notamment smart, des tests smart au disque dur pour éviter de chiffrer un système un disque dur qui serait en voie de défaillance. Et l'administrateur peut aussi être alerté si jamais il y a un disque qui venait à ne pas passer les tests. Drive Encryption permet aussi une protection très avancée contre les attaques, notamment au redémarrage des clients. En fait, donc quand votre PC est allumé, la clé de chiffrement elle est stockée en mémoire. Et dès que l'ordinateur est mis en veille, la clé de chiffrement est stockée sur la puce TPM de Intel, dans le cas des PC portables utilisés pourvus d'un chipset Intel, qui permet donc de sauvegarder, de mettre en sécurité, donc dans une puce sécurisée, la clé de chiffrement. Et quand on sort de la veille, la clé de chiffrement est récupérée et rechargée en mémoire. Donc, ce qui fait qu'au final, les utilisateurs, ils interagissent qu'avec la mire de login Windows, et ils n'ont pas une autre mire à lancer, si on met juste en veille. Dernier produit qu'on va présenter, donc c'est McAfee Data Loss Prevention, avec donc les protections contre les fuites de données. Donc c'est une solution donc pareil de type client-serveur, qui va permettre donc de classifier différents types de données sensibles, de détecter les fuites. On va pouvoir bloquer ou juste détecter les fuites, et on va pouvoir également être alerté sur certains types de données qu'on va classer comme très sensibles. Et bien sûr du reporting. Donc je vais vous montrer un exemple de reporting anonymisé qu'on a fait avec des clients. Donc, le DLP Endpoint, le client, il est installé sur les postes de travail. Il va appliquer les stratégies DLP qui vont lui être envoyées ou qu'il va récupérer depuis le serveur McAfee IPO, donc la console management centralisée. C'est lui qui va détecter et ou bloquer les fuites en fonction des différentes stratégies. Et le serveur McAfee IPO, donc c'est depuis lui qu'on va gérer les stratégies, qui va les pousser depuis lesquelles donc, les agents vont récupérer les stratégies. Il va récupérer les journaux, les événements, et en fonction des événements, donc, il va pouvoir créer des alertes qu'on aurait configurées sur des données très sensibles, et il va pouvoir donc gérer le reporting. Au niveau de la configuration, donc dans un premier temps, déjà, le plus compliqué, on va dire, c'est d'identifier les données sensibles. Donc on a déjà vu tout à l'heure, il y a un peu 3 types de données, les données confidentielles, personnelles, sensibles, secrets de fabrication. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui est pour l'entreprise une donnée confidentielle et comment on ne veut pas qu'elle sorte. Donc pour repérer ces différents fichiers, donc on va avoir tout un tas de mécanismes. On va avoir déjà les dictionnaires. On peut imaginer, donc dans certains cas clients, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé tous les noms de clients, tous les noms de clients de l'entreprise en se basant sur une extraction de la CRM. On les a mis dans un dictionnaire. On peut faire aussi un autre dictionnaire, par exemple, avec tous les adresses mail des clients. Et dès qu'on va détecter une fuite avec, on va dire, plus de 3 ou 10 noms de clients dans le document, on va considérer que c'est un document sensible et on va détecter, on va dire que c'est une fuite de données. On va pouvoir aussi marquer les fichiers, les reconnaître via leur extension. Et si on veut se protéger contre les utilisateurs ou les attaquants qui pourraient renommer un fichier avant de l'envoyer, on peut aussi définir des types de fichiers. Donc là, c'est pas la simple extension qui va être détectée par DLP, ça va être vraiment le pattern du fichier. Chaque fichier Word, par exemple, il a un pattern qui est facilement reconnaissable par le client. Et donc dans un troisième temps, une fois qu'on a identifié ces différents fichiers, on va définir les règles de protection. Donc déjà avec le type de fuite, on va voir juste après les différents types de fuites qu'on peut détecter et bloquer. Et on va dire si on veut uniquement détecter la fuite ou si on veut la détecter et la bloquer. Ça dépend si on veut faire de la prévention ou
ou carrément bloquer les fuites. Donc les différents types de données qu'on va pouvoir détecter et ou bloquer. Donc déjà, la fuite de données par email. On va avoir potentiellement un utilisateur malveillant qui va s'envoyer un extract de la base client avec tous les noms de clients et coordonnées via un simple fichier Excel via son Outlook, ou qui va faire partir une donnée commerciale confidentielle comme la réponse à un appel d'offres ou un devis via son Outlook, via son client mail, mais ça peut être aussi Thunderbird ou d'autres clients. En fait, c'est dès que le client DLP, il va voir que dès qu'il y a un document classifié qui est accédé par l'exécutable Outlook.exe ou Thunderbird.exe, il va détecter l'attaque, la fuite des données. Donc, on va aussi pouvoir se prémunir contre tout ce qui est attaque web. Donc, on a aussi le cas, donc là, ça peut être aussi bien un attaquant qu'un employé malveillant qui va envoyer une donnée classifiée sur un système comme Dropbox, comme WeTransfer, ou alors qui va se l'envoyer à titre personnel sur son webmail perso, comme Gmail, comme Yahoo. Et donc là, ce qu'il va détecter, c'est vraiment l'accès par un navigateur, donc Explorer.exe ou Firefox.exe ou Chrome.exe, à un document classifié. On n'est pas censé envoyer ce document classifié via un navigateur, donc on va bloquer cette action. Ça peut être aussi le copier-coller. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'un client a fait un utilisateur a fait un gros copier-coller, ou un attaquant a fait un gros copier-coller sur une machine comportant plein de noms de clients et le code dans un autre document. Donc là, pareil, on va juste pouvoir bloquer le presse-papier en fait quand il va copier, quand il va coller en fait, ça va lui mettre le presse-papier a été restreint. On peut le détecter au niveau réseau aussi. S'il y a un document classifié, il est censé rester sur son serveur et être accessible que via, par exemple, je sais pas, un SharePoint. Il n'est pas censé être accédé par la machine client au niveau réseau, au niveau IP. On va pouvoir le détecter au niveau de la carte réseau. On peut le faire au niveau aussi du système de fichiers, donc détecter qu'une donnée est accédée alors qu'elle n'est pas censée être accédée. On va pouvoir aussi détecter une copie sur un périphérique amovible. Donc là, on peut très bien imaginer le cas d'un employé malveillant qui copie un document classifié sur une simple clé USB ou un diffuseur externe. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir faire ça. S'il y a une clé USB corporate, je pense notamment aux clés USB chiffrées. Donc toutes ces clés USB, elles ont des ID constructeurs. Donc on va pouvoir faire une whitelist. On va pouvoir autoriser les utilisateurs à copier des données classifiées uniquement sur une clé USB sécurisée et non pas sur n'importe quelle clé USB. On va pouvoir bloquer juste le fait de copier sur des clés USB qui ne sont pas dans la liste blanche. On va pouvoir également copier tout ce qui est capture d'écran. Donc typiquement, là, le client, en fait, il va voir que si l'application active, on va imaginer que c'est Word ou Excel, et que Word et Excel ont un document classifié qui est ouvert, et ben on va bloquer la capture d'écran ou juste la détecter. Donc là, du coup, si l'utilisateur fait une capture d'écran de son Word pour extraire ces données, on va pouvoir également le bloquer. Et dernier cas qu'on va pouvoir bloquer aussi, c'est l'impression. Si un utilisateur imprime un document classifié qu'il a ouvert avec Word ou autre, pareil, on va pouvoir bloquer l'impression avant qu'il soit imprimé. Donc voilà, on couvre vraiment, entre guillemets, toutes les fuites possibles et imaginables. Quasiment impossible de sortir de la donnée quand on a couvert tous ces cas. Si on prend un exemple de rapport de fuite de données, donc au niveau reporting, on va avoir, donc là c'est un rapport anonymisé, donc première colonne, on va avoir la date d'intervention, deuxième colonne, donc le type d'événement. Donc là, par exemple, on a une copie sur une clé USB, et là, on a deux accès par des applications. Le troisième colonne, nom d'utilisateur. Quatrième colonne, nom d'ordinateur. Cinquième colonne, la règle associée. Sixième colonne, donc la valeur de la preuve, donc ça va être le document qui a été détecté, qui a été classifié. Donc là, on va reparler notamment deux fichiers de plans de CAO, DAO, donc DWG, et un fichier Excel. Avant-dernière colonne, le dictionnaire qui a permis ou les autres éléments qui classifient ces documents, donc les marqueurs et catégories. Et enfin, l'application qui a été détectée. Donc dans le premier cas, c'est l'explorateur Windows qui a été détecté, donc où on a copié un fichier DWG classifié sur une clé USB. Et donc dans les deux autres cas, c'est deux navigateurs, donc eExplorer.exe, c'est Internet Explorer, et Firefox.exe.
donc qui ont été accédés qui ont accédé à des documents classifiés, donc potentiellement pour être envoyés par mail ou sur une box dans le cloud. Voilà. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser par chat et du coup j'y répondrai par oral. Alors, j'ai une première question. Comment gérer des essais de capture d'écran de type SignIt avec le module DLP? Alors, il faut qu'on vérifie. Mais normalement, en fait, SignIt, il utilise entre guillemets la fonctionnalité de capture d'écran de Windows. Donc c'est en fait ce module de capture d'écran qui est utilisé. Donc il faut qu'on vérifie cela, mais normalement la protection contre la capture d'écran marche aussi bien avec l'outil capture natif de Windows qu'avec les autres outils. Alors j'ai d'autres questions. Donc au niveau de la classification des données, elle peut aussi bien se faire au niveau fichier qu'au niveau que dossier sensible, tout à fait. Donc ça c'est la protection au niveau, donc je vais revenir sur les types de détection. Donc en fait au niveau système, on a mis protection au niveau système de fichiers sur cette slide. Donc quand on dit au niveau système de fichiers, donc on va dire que tous les fichiers qui sont dans ce dossier, ils ne sont pas censés être accédés via un navigateur, ils ne sont pas censés être copiés sur une clé USB, etc. On va pouvoir dire tout ce qui est dans ce dossier, on ne veut pas de fuite de données. Mais globalement, en fait, d'expérience, ce qu'on a remarqué, c'est que les clients, ils ont des dossiers sensibles, mais globalement, ils savent qu'il peut y avoir des dossiers sensibles à peu près partout, et on va plus utiliser les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est vraiment ce qui va être le plus utilisé. Donc typiquement avec un dictionnaire de noms de clients, de noms de prospects, de noms de fournisseurs, de noms de collaborateurs. Et c'est vraiment avec ça qu'on va être sûr de pouvoir d'être assez précis au niveau des fuites de données. Deuxième question, quel est le taux de faux positif des outils DLP? Alors en fait, le taux de faux positif, on a forcément au début, parce qu'en fait, on aide le client à définir sa politique DLP, mais entre guillemets, on va avoir des faux positifs au début, et en fait, on va l'ajuster avec le temps. En fait, on va avoir par exemple, on va notamment voir ça au niveau des seuils. On va définir un dictionnaire de clients, donc on va admettre qu'il y a une société qui a 1000 clients, donc on va faire un dictionnaire de mots-clés avec les noms des 1000 clients, et on va dire que s'il y a un document avec plus de 3 itérations de noms de clients dans ce document, on va dire qu'il est sensible, et voilà. Et en fait, on va se rendre compte que parfois, il y a des mails qui sont envoyés avec, entre guillemets, 4-5 noms de clients. Donc du coup, notre seuil, il n'est pas bon, et c'est des mails légitimes. Donc du coup, on va monter un peu ce seuil. On va le monter par exemple à 10, et c'est là où on va commencer à ne plus avoir de faux positifs. On peut aussi faire des règles d'accès, des règles contre les fuites de données qui sont entre guillemets qui sont par groupe d'utilisateurs. Donc par exemple, on va dire que pour de la direction générale, on va détecter une fuite de données que s'il y a plus de 100 noms de clients qui arrivent, 100 noms de clients sur 1000 qui sont accédés via mail, soit via Internet. Et par contre, pour tous les autres collaborateurs, on va dire que c'est seulement au bout de 10 noms de clients sur 1000 qu'on va considérer que c'est une fuite de données. On peut faire des règles spécifiques pour certains groupes d'utilisateurs. Donc oui, on peut avoir des faux positifs au début, mais en fait, on ajuste les règles avec le temps. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on définit les règles, et au bout d'une, 2 semaines d'analyse, on va ajuster ces règles avec le client, où on va lui expliquer, on va faire une transmission de compétences, et il va ajuster lui-même ses seuils et lui-même ses règles pour éviter les faux positifs. Alors, très bonne question sur la mise en place du module DLP, s'il y a un impact sur les performances. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que globalement, toutes les fois qu'on a déployé le client DLP, donc ça fait déjà plusieurs années, si on regarde le rapport, par exemple, le rapport, c'est un rapport qui datait de 2013, ça fait plusieurs années qu'on déploie des solutions de DLP chez les clients. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau impact performance, il était totalement transparent pour les utilisateurs. On a vu quelques bugs qui, par exemple, des bugs d'affichage sous Excel, sous Access. Et en fait, en mettant à jour le client DLP à l'époque, ça avait résolu les problèmes de performance sans problème. Donc au niveau instabilité, aucune.
Et en fait, si jamais il y avait des problèmes de performance, en fait, en général, on met à jour le client et c'est résolu. C'est potentiellement un problème qui est venu avec une nouvelle version, typiquement une nouvelle version d'Office. Potentiellement, il y a eu des problèmes. On n'en a pas relevé pour Office 2016, mais s'il y avait eu des problèmes avec DLP avec Office 2016, il y a eu une mise à jour du client DLP qui serait sortie en mettant à jour le client DLP. On n'a pas d'impact sur les performances. Alors, j'ai une autre question. Est-il possible de tester la session trial? Alors, c'est un peu compliqué en fait. On peut faire un POC, mais si on peut faire un POC pour vous permettre de tester, mais en fait, c'est assez compliqué de juste vous laisser la possibilité de tester la session trial, parce que donc il faut quand même installer un serveur McAfee IPO, il faut déployer les agents McAfee et DLP si c'est en cas de fuite de données sur les clients. Il faut définir avec vous les règles. Donc si entre guillemets on voulait juste une licence trial IPO, c'est possible. Si on voulait juste une licence trial, c'est assez compliqué pour vous de le faire vous-même. Mais oui. Donc si vous pensiez à un POC, tout à fait. On peut très bien imaginer un POC sur un périmètre donné. Si vous avez déjà bien défini vos données sensibles, on peut très bien imaginer un POC sur, disons, 2-3 jours. Sur 2-3 jours avec installation du serveur IPO, déploiement du client DLP sur quelques clients. On va définir les règles de fuite de données que vous aviez imaginées et vous faites comme vous placez comme un attaquant ou un employé mal intentionné et vous testez les fuites de données. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on attaque tous nos clients bien sûr, et ça fonctionne sans problème. Le rapport que j'ai mis en dernière slide, je vous le remets, c'est vraiment un rapport d'un client qu'on a anonymisé, ça fonctionne sans problème. Alors, on me pose aussi la question d'un ordre de grandeur au niveau de tarif pour la solution DLP. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de vous dire ça de tête, surtout que ça dépend donc déjà du nombre de clients. Si vous êtes une PME avec 50, 100 utilisateurs, ce ne sera pas le même prix que si vous êtes un grand compte avec 500, 1000, 2000, 5000 clients. Et, il y a aussi différents packs de licences, suivant que vous preniez juste la solution DLP ou juste la solution DLP avec le chiffrement, ou si vous prenez la solution complète avec la partie antivirus, tout ce qui va avec, toutes les briques de base et la solution DLP. Il y a différentes pricing, mais ce qu'on remarque globalement, c'est que en fait c'est beaucoup plus intéressant de prendre la solution globale potentiellement, donc du coup de passer votre antivirus sur McAfee et d'avoir DLP en complément. Mais c'est tout à fait possible et envisageable de garder votre antivirus et on peut très bien mettre donc le McAfee agent en complément et juste avoir la solution DLP. Alors oui, on me fait une très bonne remarque en privé aussi, donc le DLP sans chiffrement, entre guillemets, ça sert à rien, parce que c'est vrai que en fait avec le DLP, on va juste couvrir deux scénarios, entre guillemets. C'est un attaquant distant, donc un attaquant qui a fait un phishing d'un PC ou qui passait par une de vos DMZ qui n'était pas étanche, ou entre guillemets un utilisateur mal intentionné. Mais après, si DLP, ça couvre juste ce périmètre, entre guillemets, les employés mal intentionnés ou les attaquants. Par contre, si on perd un disque dur, un PC portable avec un disque dur dedans ou qu'on se le fait voler, là, le DLP ne sert à rien. Il faudra chiffrer. Donc c'est pour ça que dans cette présentation, on a insisté sur les deux, le chiffrement et la détection de fuite de données, parce que c'est vraiment on couvre vraiment tous les cas de figure. Voilà. Je vais arrêter là le webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous poser par mail. Et je vous remercie beaucoup pour toute votre attention et le temps que vous m'avez accordé. Au revoir.